Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on met le cap sur le Maroc et sur une ressource vitale, l'eau. Oui, et le terme a changé, c'est significatif. Exactement, fini le stress hydrique. Maintenant, officiellement, on parle de pénurie structurelle. C'est une reconnaissance forte, hein. Une reconnaissance d'une nouvelle réalité. Dictée par le climat, bien sûr, la démographie aussi, l'économie, tout ça. Alors, on a épluché pas mal d'analyses sur cette crise et surtout sur la réponse marocaine. Oui, une réponse stratégique. L'idée, c'est de mesurer un peu l'ampleur du défi et puis de comprendre les solutions massives qui sont mises en place. Je pense notamment au PNAEPI, ce grand plan national pour l'eau 2020-2027. Le fameux PNAEPI, oui. Ok, déballons tout ça. Alors, le constat de départ, il est sévère, oui. Les chiffres sont assez frappants. La disponibilité en eau par habitant, elle s'est effondrée. Effondrer, c'est le mot. Ah oui. Imaginez, on est passé de 2560 mètres cubes par an et par habitant en 1960 à environ 600 aujourd'hui. 600. C'est très bas. On est largement sous le seuil de pauvreté hydrique qui est fixé à 1000 mètres cubes. Et la menace de passer sous les 500 mètres cubes. Le seuil de pénurie absolue. Exactement. D'ici 2030-2035 peut-être, elle est bien réelle, quoi. Et cette chute, elle s'explique beaucoup par la sécheresse, j'imagine. Une sécheresse qui dure. Qui s'installe, oui. On en est à la 6e année consécutive, avec des déficits de pluie parfois énormes. On a vu des chiffres comme moins 85% en 2021. Oui, c'est ça. Des déficits abyssaux. Et la conséquence directe, on la voit sur les barrages. Leur niveau est très bas, autour de 30-34% de remplissage. C'est critique. Et le changement climatique n'arrange rien, j'imagine. Ah non, ils jettent de l'huile sur le feu. Le Maroc se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. On parle de plus de 1,8 degrés Celsius déjà. Ce qui veut dire plus d'évaporation. Énormément plus. L'évaporation depuis les retenues de barrage, c'est colossal. 1,5 million de mètres cubes. Par jour. Par jour. C'est fou. C'est comme une petite rivière qui s'évapore chaque jour, quoi. Et il faut ajouter à ça la fonte accélérée de la neige sur l'Atlas. Ce château d'eau naturel est menacé. Ce qui doit mettre une pression dingue sur les nappes phréatiques, les réserves souterraines. Celles qu'on ne voit pas. Une pression intenable, oui. Le déficit annuel, c'est plus d'1 milliard de mètres cubes. On pompe beaucoup plus que ce qui se renouvelle naturellement. 1 milliard. Ce qui est fascinant ici, c'est la convergence de ces facteurs. Moins de pluie, plus d'évaporation, moins de neige et cette surexploitation des nappes. Et ça a des conséquences très concrètes. Très concrètes. Par exemple, dans la région du Souss-Massa, on a 40 000 hectares de terres agricoles qui sont foutues, inexploitables à cause de l'intrusion d'eau salée. Parce qu'on a trop pompé l'eau douce, l'eau de mer remonte. D'accord. Donc l'offre en eau diminue drastiquement. Alors du coup, regardons la demande. Où va cette eau qui devient si rare? Alors là, c'est très clair. L'agriculture. Et de très loin. Entre 85 et 89% de toute l'eau consommée au niveau national. 89%, c'est gigantesque. C'est le cœur économique, bien sûr, mais c'est aussi le talon d'Achille hydrique du pays. D'ailleurs, en 2024, il a fallu réduire l'allocation d'eau pour l'irrigation de 30%. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les sources pointent un paradoxe, non? Ah oui, le paradoxe agricole. On cultive et on exporte des produits qui boivent énormément d'eau. Les avocats, les tomates, on lit des chiffres fous, genre 320 litres pour un seul avocat. Les chiffres varient, mais oui, l'idée est là. C'est très gourmand. Du coup, on exporte de l'eau virtuelle, en quelque sorte, alors qu'on en manque sur place. C'est ce qu'on appelle le trilemme, c'est ça? Exactement. Comment on peut maximiser les exportations agricoles, assurer la souveraineté alimentaire et gérer l'eau durablement avec les ressources actuelles? C'est quasi impossible de faire les trois à fond. Même s'il y a des efforts sur l'irrigation plus efficace, goutte à goutte, etc. Oui, il y a des efforts notables. Près de 900 000 hectares sont équipés en irrigation localisée. Mais l'équation reste très compliquée. Et pendant ce temps, la demande pour l'eau potable, l'industrie, le tourisme, elle augmente. Elle augmente et beaucoup plus vite. On projette plus 48,6% d'ici 2050 pour cette demande AEPIT, eau potable industrielle et touristique. Et là, la priorité, c'est de sécuriser l'approvisionnement des villes, j'imagine, surtout l'axe Rabat-Casablanca. Priorité absolue. C'est une question de sécurité nationale. Et puis, il y a cette fracture hydrique nord-sud. Plus de la moitié des ressources sont au nord et au centre.
Le bassin du Sébou, à lui seul, reçoit plus de la moitié des pluies. Ce qui justifie de vouloir déplacer l'eau d'une région à l'autre. Tout à fait. Ça nous amène à la réponse stratégique, ce fameux PNA-EPI, avec son budget réévalué à 143 milliards de dirhams. C'est colossal. Colossal, oui. Alors, comment il s'articule ce plan PNPI? Quels sont les grands axes? Il y a plusieurs piliers. D'abord, on continue une politique historique, les barrages. L'objectif, c'est d'ajouter 4,4 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Avec des grands projets comme le barrage de Radba, il faut capter l'eau quand elle tombe, classique, mais toujours nécessaire. Voilà. Mais ensuite, et c'est là le grand changement, Le dessalement. le dessalement, oui. C'est un vrai changement de paradigme. L'ambition est énorme. 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par an d'ici 2030. 1,7 milliard, c'est énorme. Ça couvrirait quelle part des besoins? Ça pourrait couvrir jusqu'à 50% des besoins en eau potable. L'idée, c'est de créer une ressource qui ne dépend plus de la pluie. Fabriquer de l'eau en haut, mais le coût. C'est le défi, oui. L'objectif est d'arriver autour de 4,50 dirhams le mètre cube. Et pour ça, le lien avec les énergies renouvelables est crucial. Comme à Dakhla, avec le parc éolien couplé à l'usine de dessalement. Et le projet géant de Casablanca. Exactement. Une méga-usine pour l'eau potable et même l'irrigation. C'est vraiment un pilier majeur maintenant. Ok, barrage, dessalement, quoi d'autre? Troisième pilier. Les interconnexions, on en parlait, pour réduire les disparités régionales. Ces autoroutes de l'eau. Ah oui, pour amener l'eau du nord vers les zones qui en manquent. C'est ça. Le projet phare, c'est la connexion Sébou-Bourg-et-Greg. Elle est déjà opérationnelle, 67 km de canalisation qui transfère 300 à 400 millions de mètres cubes par an. Ça sécurise l'eau pour 12 millions d'habitants entre Rabat et Casa. Impressionnant. Et d'autres sont prévus? Des extensions vers le sud sont à l'étude, oui. Et enfin, le dernier pilier, c'est la réutilisation des eaux usées. La RUT, oui. Réutilisation des eaux usées traitées. L'économie circulaire de l'eau. L'objectif est d'atteindre 100 millions de mètres cubes par an d'ici 2027. C'est plus du double d'aujourd'hui. Et cette eau, elle sert à quoi? Principalement pour arroser les espaces verts, les golfs ou pour certaines irrigations spécifiques. Ça permet de libérer de l'eau noble, de l'eau potable, pour d'autres usages. Il y a déjà près de 190 stations d'épuration qui traitent ces eaux. Si on relie ça à la vision d'ensemble, On voit une stratégie vraiment multifacette, barrage, dessalement, transfert, réutilisation. Le Maroc met le paquet, avec des moyens financiers considérables. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Si on fait une synthèse rapide, le Maroc a acté une crise de l'eau structurelle. Et il répond avec une stratégie massive, diversifiée, coûteuse. Une stratégie qui combine le classique et le high-tech pour sécuriser son avenir hydrique. C'est un changement radical. ça dessine un nouveau paysage de l'eau au Maroc, non? Avec une dépendance très forte à l'énergie, pour le dessalement surtout, et à la finance. Absolument. Une nouvelle équation eau, énergie, finance. C'est une transformation profonde qui gère des risques énormes, mais qui ouvre aussi, peut-être, de nouvelles perspectives. Et on termine avec cette question, un peu provocatrice, qui ressort des analyses. Construire ces nouvelles sources d'eau, c'est une prouesse technique, c'est certain. Impressionnante, oui. Mais est-ce que cette révolution de l'offre suffira, sans une transformation, tout aussi profonde de la demande, surtout dans l'agriculture, pour résoudre ce fameux trilemme de l'eau? C'est la grande question. Comment concilier le développement économique et la gestion d'une ressource qui est devenue si rare, si précieuse? Un vrai trésor national. La question reste posée.